Donc, le thème de cette Bonjour. seconde édition de J'ai rendez-vous avec Bernard Marie fait suite à une tribune que tu as pu écrire et qui est publiée dans Harvard Business Review qui s'appelle Place à l'expertise libérée. Tu as également réalisé une courte vidéo sur le sujet que tout le monde a pu avoir. Et dans cette vidéo, tu donnes l'exemple de Sarah, justement, qui rédige des newsletters et qui n'a plus besoin de se faire valider par son chef. Et justement, donc, elle possède vraiment maintenant l'autorité sur le sujet, car elle a l'expertise sur le sujet et que son chef, en fait, n'a pas. Donc ça, c'est un bel exemple. Alors, pour commencer, Bernard-Marie, est-ce que tu aurais un petit mot? Oui, bah, effectivement, donc tu parles de Sarah, du coup, un petit mot pour dire toute la compassion que j'ai pour toutes les personnes qui ont plus d'expertise et qui ont l'expertise et qui sont quand même obligées de passer par les fourches coding de leur chef, qui en a moins, sur un sujet, et le chef, du coup, se voit enclin, puisqu'il doit faire quelque chose à modifier alors qu'il n'a pas l'expertise. C'est tellement banal comme exemple. Donc, si on pouvait passer à un autre niveau de responsabilité avec un grand R, ça serait top. Merci. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, dans la vidéo, tu donnes l'exemple justement de Sarah qui rédige des newsletters et les fait valider à son manager. Et tu as montré que c'était par réflexe que le manager donc intervenait sur cette newsletter alors qu'il n'avait pas l'expertise, comme tu l'as dit. Comment est-ce que ça se fait que des choses qui peuvent paraître évidentes d'un point de vue extérieur, qui est de donner l'expertise donc à Sarah et la responsabilité, puisqu'elle a l'expertise, ne le sont pas quand on est dedans? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Je prétends pas les citer tous. Là, je dis ce qui me vient là quand je t'écoute. Je crois que la première raison, c'est les angles morts. En fait, on a beaucoup d'angles morts dans le modèle conventionnel. C'est-à-dire que finalement, il y a une structure pyramidale, il y a un manager, on reporte à un manager, il y a lien de subordination, tout ça est mélangé. Et c'est vrai qu'on part du principe, dans cet amalgame, que le chef, et c'est vrai pour certains sujets, mais pas tous, le manager a peut-être plus d'expertise sur certains sujets que d'autres. Bref, donc il y a un mode de fonctionnement pyramidal extrêmement, qui a apporté beaucoup, je ne suis pas en train de le critiquer, mais extrêmement réduit, limité, qui fait qu'il y a beaucoup d'angles morts. On ne sait pas ce que c'est qu'un manager. Il n'y a pas de définition claire de ce que c'est que le manager. Là, je pourrais développer si on va dans ce sens-là. Et puis, il y a encore moins de système d'autorité explicite pour les personnes. Et comme en plus, il y a ce lien de subordination qui fait qu'une personne reporte, c'est ce lien de subordination qui est inhérent au contrat de travail, qui fait que les personnes reportent à leur manager, fait que dans ce système assez confus, très flou, et par défaut, effectivement, on va se faire valider par le chef. Merci. Et donc justement, pour rebondir sur le manager, dans ta tribune, tu parles de donner l'autorité à ceux et celles qui ont l'expertise. Mais du coup, si on pratique ça, que devient le manager? Est-ce qu'il risque pas d'être dépouillé de sa légitimité? Oui, alors, en fait, une approche justement pour donner vraiment de l'autorité. Encore une fois, j'insiste sur le mot autorité qui est un mot qu'on ne devrait pas utiliser parce qu'en réalité, c'est dans le modèle conventionnel, toutes les entreprises que j'ai pu accompagner, ils n'ont pas vraiment autorité. Quand on dit que les gens sont responsables, on disait que Sarah était responsable d'un newsletter. En réalité, elle ne l'était pas puisqu'elle avait à se faire valider par son manager qui, croyant bien faire, évidemment, ajoutait sa patte. Donc, en fait, je pense que le point de départ, en tout cas, c'est ce que nous, notre institut de recherche, c'est ce qu'on fait depuis 12 ans maintenant. Le point de départ, c'est de commencer à mettre de la clarté sur ce que c'est qu'un manager et dire c'est quoi les fonctions managériales. Et on voit bien quand on pose la question, tu poses la question à plusieurs managers différents, les réponses sont différentes. Il y en a qui vont dire que la stratégie commerciale, c'est du ressort du manager. Ben non, la stratégie commerciale, c'est du ressort de ceux qui ont l'expertise pour faire la stratégie commerciale. Donc, ce n'est pas ça le management. Mais voilà. Donc, du coup, la question, c'est comment on fait pour commencer à détourer ce qui est une boîte noire complètement confuse, qui est diffuse, qui est le manager, avec probablement beaucoup plus de fonctions qui sont attachées au rôle de manager, même si ce n'est pas explicite, que requises. Et donc, ça, c'est vraiment le point de départ du management constitutionnel qui commence à dire, si on veut aller, ce qui est du bon sens, si on veut aller vers du self-management, si on veut libérer les expertises, si on veut que les personnes aient des responsabilités, encore faut-il d'abord clarifier celle du management, et comme ça, par défaut, on pourra répartir et distribuer les autres, qui est du bon sens. Et du coup, on commence par définir quelles sont les fonctions managériales. Et une fois qu'on a fait ça, ce qui est fait à travers une constitution, une fois qu'on a défini les différentes fonctions managériales qui vont de la structure du travail dans le cercle, qui vont à l'affectation des personnes et au suivi des personnes dans leur rôle, qui vont à l'établissement des priorités, éventuellement des stratégies dynamiques au niveau du cercle, l'allocation des ressources, ce genre de fonctions, mais pas beaucoup plus. Ça, c'est les fonctions de base du management. Une fois qu'on les a rendues explicites,
alors on peut les différencier, on peut les distribuer sur le rôle de manager parce qu'il ne disparaît pas. Donc, il y a un manager, donc on l'appelle leader de cercle, on l'appelle un peu comme on veut. Mais il y a toujours un manager qui porte ces fonctions en nombre réduit par rapport au modèle conventionnel qui était flou, mais qui existe. Et puis, du coup, les autres fonctions, elles sont réparties. La stratégie commerciale, ça fait l'objet d'un rôle spécifique dans lequel on va affecter la personne qui est la meilleure pour le faire. Peut-être que c'est le manager, on n'est pas à l'abri, mais peut-être pas. En ce moment, pourquoi se priver de la personne qui a la plus grande expertise? Donc, c'est vraiment ça. Et donc, le manager, il n'est pas du tout dépouillé de sa légitimité parce qu'en fait, il y aura toujours du management, il y aura toujours des managers. Au contraire, il va être soulagé parce qu'il va maintenant avoir un jeu de redevabilité clair avec des identités claires, ce qui n'était probablement pas le cas dans le management conventionnel. Et on voit bien qu'il y a plusieurs polarités différentes qui sont portées par le manager, mais je ne vais pas développer là tout de suite. Alors justement, pour creuser ces fonctions managériales là, dont tu parles qui sont distribuées, mais du coup, après les avoir attribuées, comme tu dis dans la vidéo, est-ce qu'il y a toujours des managers à la fin? Oui, c'est juste ce que je viens de dire, il y a toujours des managers à la fin. Le leader de cercle, en fait, il n'y a que des managers. La question, c'est qu'est-ce qu'on manage? Il y a des fonctions managériales que j'ai citées rapidement, qui sont la fonction, je ne vais pas les reprendre, mais les fonctions de priorisation. On aura toujours besoin de prioriser le travail parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on a à faire. Et puis, il y a un certain nombre d'activités à faire. Et du coup, ces fonctions, du coup, chaque rôle manage le travail qu'il a à faire. Donc, il y a des activités dites opérationnelles avec des experts. Enfin, toutes les activités ont avec des expertises, avec des rôles. Et donc, il y a le manager qui va avoir ce jeu de redevabilité et puis d'activité, si tu veux. Et puis, il va y avoir d'autres rôles. Je me suis perdu là. Quelle est ta question? Parce que j'ai l'impression de répéter deux fois. J'ai l'impression que c'est deux fois la même question que tu poses. La différence, du coup, c'est si ces fonctions managériales sont toutes distribuées, ou du coup, il y en a qui restent, regroupées à un rôle qui est le rôle de manager, comme tu dis? Ou alors, est-ce qu'elles sont toutes distribuées? Peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre le sujet. C'est juste qu'il y a des fonctions managériales je vais le dire autrement. Pour faire tourner une organisation, une équipe, un cercle, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc, il y a faire la stratégie commerciale, il y a la conception-formation, si c'est un institut de formation, il va donner les formations, il va falloir inscrire les personnes, donc toutes ces activités-là, il va falloir réserver des salles, un peu moins maintenant, mais en tout cas, il va y avoir un Zoom, il va falloir organiser un Zoom pour pouvoir faire les formations, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre d'activités à faire. Après, quand on est plusieurs à travailler ensemble, au titre d'une activité, il y a des fonctions de coordination, c'est ça que j'appelle le management. Et donc, il va y avoir une fonction qui consiste à organiser le travail. Et il va y avoir une fonction qui est d'affecter les personnes dans les rôles. Il va y avoir une fonction qui est d'établir les priorités parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on a à faire et toutes les idées qu'on a. Donc, il y a bien à prioriser les choses. Toutes ces fonctions, j'appelle ça des fonctions managériales. Et donc, en fait, dans le modèle conventionnel, ce n'est pas forcément toujours bien défini. Donc, en fait, le parti pris d'un management constitutionnel, c'est de commencer à rendre explicites ces fonctions managériales. Et une fois qu'elles sont explicites, alors du coup, on peut les affecter à des rôles différents. Et donc, du coup, si on prend par exemple Holacracy, qui est un modèle de management constitutionnel, il va y avoir ce qu'on appelle le leader de cercle. Chaque cercle, il y a un leader de cercle qui reprend les fonctions que je viens juste de citer. Mais la question de l'évaluation de la performance, la question des notes de frais, la question de la gestion des congés, la question des augmentations, etc., sont aussi des fonctions managériales et donc qui vont faire l'objet d'autres rôles qu'on va aussi différencier. Mais la question de la stratégie commerciale, la question de la conception, la question de la facilitation, donc d'autres fonctions vont pouvoir faire l'objet d'autres rôles. Mon point, c'est de dire, si on veut libérer l'expertise, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse donner l'autorité à ceux qui ont l'expertise. Ça veut dire qu'en amont, il faut bien un mécanisme pour faire ça et que le système, je reporte à un manager, est trop pauvre pour faire ça. Donc, on passe à ce qu'on appelle les rôles. Donc, on définit autant de rôles qu'on a besoin d'honorer le fait qu'il y ait des personnes qui aient une expertise et le fait que ces personnes aient vraiment autorité sans avoir à rendre compte à un leader de cercle ou un manager. Donc, il faut qu'on puisse définir tous ces rôles-là. Et il faut aussi rendre compte du fait qu'il y a besoin de fonctions managériales. Donc, ces fonctions managériales sont portées par le leader de cercle. Merci beaucoup pour ces éléments très clarifiants. Et donc, justement, on a une question de Stéphane, qui est Stéphane, je ne sais pas la prononciation. Comment les rôles assument les problèmes, les erreurs qu'ils ont pu faire? Quel est le mécanisme?
comment les rôles assument les problèmes ou les erreurs qu'ils ont pu faire. Je ne sais pas trop, je ne comprends pas trop. C'est-à-dire que comment ils assument? Bah, par définition, ils ont l'autorité, donc ils vont faire ce qu'on appelle des erreurs, bien sûr. Je ne connais pas d'humain qui ne fasse pas d'erreur, ce n'est pas un problème. Ce qui serait un problème, c'est qu'ils la répètent. Et du coup, la question, c'est quoi? C'est la question, c'est difficile de répondre à la question quand je n'ai pas un cas concret. Le mécanisme de supervision, il vient d'ajouter si ça peut t'aider. Le mécanisme de supervision, il y a pas. Pourquoi est-ce qu'on ferait superviser par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a l'expertise? Je reprends l'exemple de Sarah. Sarah, c'est l'experte, c'est la meilleure en rédaction de newsletter. Donc, dans le modèle mental d'avant, et effectivement, elle allait faire valider par le manager. Mais il se trouve que son manager, il est très bon dans plein de trucs, mais pas dans les newsletters. Donc, à chaque fois qu'il intervient sur les newsletters, ça va dégrader la qualité et donc la création de valeur pour l'entreprise. Donc, il n'y a aucune raison de faire superviser Sarah par le manager. Et cette option par défaut qui est livrée par le modèle conventionnel, il était temps d'en sortir. Donc, maintenant, Sarah, elle a toute l'autorité. Et donc, voilà, donc elle fait du mieux qu'elle peut dans ses newsletters. Après, si la question, du coup, supervision, il n'y a pas de supervision, ça va se faire tout seul. C'est comme si vous voulez, peut-être que je pourrais expliquer, comme dans une ville, Sarah, elle a donc une boulangerie et elle reporte à personne, c'est la patronne de sa boulangerie. Bon, ben, en fait, la régulation qui va se faire par rapport à sa performance, ça va être les clients. Et donc, si je continue l'exercice, tous ceux qui profitent de la newsletter, tous ceux qui vont lire la newsletter vont l'apprécier ou pas l'apprécier. Donc, il va y avoir du feedback, c'est à organiser. En fait, si on revient précisément dans une boulangerie, cette boulangerie, elle va définir son offre de service, sa vitrine, de la même manière que Sarah, dans son rôle, c'est une boulangerie, sauf qu'elle ne vend pas du pain, elle offre un service de rédaction de newsletter. Et donc, elle offre pour qui? Elle offre pour des clients. Donc, ces clients peuvent être externes ou internes. Donc, il y a ces mécanismes de mesure de la satisfaction des clients qui viennent réguler. Et ça va être là la supervision. Après, comme maintenant, elle a complètement l'autorité, elle a vraiment l'autorité et la responsabilité, eh bien, ça va être la première à demander des conseils aux autres. La coopération, j'ai remarqué que la coopération était une conséquence de le fait de distribuer une autorité autocratique. Donc, Sarah a autorité autocratique en matière de création de newsletters. Et comme elle sait maintenant qu'elle a vraiment la responsabilité, ce qu'elle n'avait pas avant, même si on pouvait le dire, mais c'était faux, c'était fake, eh bien, c'est la première, par exemple, à savoir qu'elle n'est pas très bonne en orthographe. Elle le sait depuis le CP. Et donc, elle a identifié des personnes qui sont bons en orthographe pour, évidemment, leur demander de relire son texte avant de l'envoyer pour pouvoir corriger les fautes d'orthographe. Merci pour cette réponse. Apparemment, ça répond bien à la question. Ah, ok. Et du coup, on va enchaîner avec Valentin. Il y a une autre question. Donc, comment conseillez-vous de conduire la transition d'une organisation traditionnelle vers une auto-organisation? Et comment réagissent les managers actuels? Comment leur communiquer? Alors, transition et manager. Alors, la transition, c'est simple, enfin, c'est simple. Non, c'est pas simple, c'est un voyage compliqué, ça dure longtemps, mais c'est simple cognitivement, c'est plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est déjà de rendre les choses explicites. Je pense que c'est vraiment la base. La transition passe par les rendre les choses explicites. Il faut simplement reconnaître que notre structure de management et la définition des outils et des structures managériales, et puis celui qui vous parle, il a été manager, j'ai même été dirigeant de grosses entreprises, je suis premier bien placé et puis voilà, pour savoir qu'en fait, on a très peu d'outils en tant que manager. C'est même un cauchemar, c'est difficile de réussir dans ce rôle-là. Donc, c'est de passer à un outil de management. L'outil de management de base, il y en a plusieurs. Il y a un outil en termes de structure, et l'outil en termes de structure, c'est de définir les rôles. Donc, si j'ai un business, mettons que je sois le patron d'une entreprise, ou mettons que je sois le patron d'un département ou d'un business unit, eh bien, c'est de savoir déjà qu'est-ce que je gère en tant qu'entité. Et pour moi, le meilleur outil enfin un outil simple, donc c'est pour ça que je l'appelle le meilleur, simple pour bien rentrer dans ma posture, c'est de considérer ce département comme un business. C'est un business. Ça peut même, si c'est des fonctions support, ça reste un business. Si c'est des fonctions finance ou compta, ça reste un business dont le principal client est l'interne. Mais à la limite, on externaliserait mon cercle et mon entité support en dehors de la membrane juridique de l'entreprise. Eh bien, ça serait bien mon business. Et mon client j'aurais un client et peut-être d'autres d'ailleurs. Donc, en fait, si on oublie, il y a un truc qui gêne beaucoup dans toutes ces réflexions managériales, c'est la question de la membrane juridique. Donc, je pense que comme une fantaisie mentale, on pourrait très bien retirer la membrane juridique de nos esprits, ce qui pourrait que faciliter la chose, parce que je ne dis pas que la membrane juridique n'est pas utile, mais pas utile pour ce dont on est en train de parler. Donc, le premier point, c'est voilà, de bien être au clair qu'un leader de cercle, un cercle,
c'est un business, et le business model Canva est formidable pour ça, et de clarifier qu'est-ce que ce cercle, ce département, cette business unit apporte au monde. Alors, le monde, ça peut être l'intérieur de l'entreprise, ça peut être aussi des clients extérieurs à l'entreprise. Qu'est-ce que ce cercle, cette entité crée comme valeur? Ça, c'est vraiment la base de la base de la base, crée comme valeur. Et à qui? Hein, je crée de la valeur, c'est bien, mais à qui? Parce que si personne n'en profite, je ne crée rien du tout. Donc, à qui? Donc, ça s'appelle des clients. Et je peux avoir plusieurs clients, plusieurs segments de clients. Je peux avoir des clients externes à l'entreprise juridique. Je peux aussi avoir des clients internes. Si je suis RH, je vais avoir plein de clients internes. Et donc, ça, c'est vraiment la base de la base. Et du coup, pour définir ça, et puis ensuite, le manager, enfin celui qui est leader de cercle, doit définir maintenant l'organisation du travail. Et pour pouvoir libérer l'expertise, faire place à l'expertise libérée, eh bien, ça suppose de définir les autorités. Pour définir les autorités, ça suppose de les rendre explicites avec la structure de rôle. Et donc, dans mon cercle, je vais pouvoir maintenant définir des rôles qui sont autant de mini-entreprises. Mon cercle ou ma business unit, mon entreprise, finalement, c'est un écosystème avec des petites entreprises. C'est un quartier dans lequel il y a le boulanger, la charcuterie, il y a ce que vous voulez. Qu'à moi de définir dans mon quartier quels sont les commerces qui sont nécessaires et ensuite de trouver les meilleures personnes pour faire ce commerce. Donc, ça suppose que non seulement je définis ces activités pour pouvoir faire l'ensemble de mon business, et en plus, il faut que je sache activité par activité, rôle par rôle, quelles sont les compétences ou les expertises qui sont requises. Sinon, je vais avoir du mal à trouver quelqu'un. Et puis après, il faut que je puisse recruter pour chacun de ces rôles, de ces mini-entreprises, la meilleure personne disponible. Le principe de réalité, on n'a toujours jamais la personne parfaite, mais la meilleure personne. Donc, ça suppose que je sache aussi quelles sont les compétences des gens que je vais solliciter. Et puis ensuite, que je mesure l'écart lorsque j'ai… Tout ça, c'est du bon sens. Quand je vais affecter une personne à un rôle, que je mesure l'écart entre les compétences qu'elle a réellement et puis les compétences qui sont requises par le rôle. Et du coup, créer avec elle une relation dans la durée, un suivi pour l'aider à réussir dans ce rôle et en fonction de cet écart-là. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut aussi que je m'assure que le boulanger que je vais recruter pour reprendre une boulangerie, il a bien compris le sens, donc la raison d'être du rôle. Donc ça, c'est la deuxième fonction. Donc il y a une fonction, on voit bien, entrepreneur, créateur de valeur. Il y a une deuxième fonction qui est designer des rôles. Il y a une troisième fonction, c'est en fait de créateur de leader. Hein, la troisième identité, c'est créer des leaders. C'est de recruter des gens pour qu'ils passent d'un système où ils faisaient leur travail à un système où ils deviennent entrepreneurs d'une petite entreprise dans laquelle ils créent de la valeur pour le compte d'autres clients. Même chose, puisque tout est fractal. Donc, voilà ce qui se passe pour la façon de transitionner. Pour avancer, je démarre toujours par la structure. Après, il y a d'autres choses à mettre en place. Et du coup, le manager là-dedans, en fait, il passe par une crise d'identité, évidemment. Mais pas que. Tout le monde passe par une crise d'identité avec un modèle constitutionnel, évidemment. Du coup, ça, c'est pour la transition. Le manager, on ne lui raconte pas l'histoire. Après, pour moi, la base, c'est de commencer à l'impliquer dès le départ. En fait, s'il y en a un qui est vraiment heureux, globalement, qui a des raisons de devenir heureux avec un mode de management constitutionnel, c'est bien le manager, bien plus que le collaborateur. Et pourtant, la plupart des gens disent oui, mais les managers ne veulent pas perdre le pouvoir, et donc il y a une espèce de procès d'intention, de prêt d'intention, souvent porté par des gens qui n'ont jamais managé de leur vie ou qui ne managent pas. Le prêt d'intention, c'est que le manager va pas vouloir lâcher le pouvoir. Alors, souvent, c'est parce qu'on n'a pas bien compris ce dont on parlait. En fait, on ne demande pas au manager de lâcher le pouvoir, on lui demande pas ça. On lui demande de changer la façon de faire. Et donc, concrètement, dans la façon dont moi je fais, on a accompagné une centaine d'entreprises à date sur ce sujet-là. Eh bien, on a ce qu'on appelle la mise en mouvement du manager, et donc on leur explique ce que c'est qu'un management constitutionnel. Au cours de ces explications, qui peuvent durer 2 jours en présentiel, 8 sessions, pour donner des ordres de grandeur, 8 sessions de 3 heures en mode digital, on va évidemment collecter toutes les objections qu'ils peuvent avoir, toutes les peurs qu'ils ont. Et ils ont raison d'avoir peur, parce qu'il se lit plein de choses dans la presse ou sur le net, comme quoi on n'a plus besoin de manager, comme quoi on veut des organisations plates, sans manager, etc. etc. Donc, ils ont des bonnes raisons d'avoir peur. Ils peuvent avoir peur à titre personnel pour leur job, et puis ils peuvent surtout avoir peur, c'est ce que j'ai observé, et là on lâche complètement le processus, ils peuvent avoir peur parce qu'ils savent très bien, de façon consciente ou inconsciente, que s'ils existent, c'est qu'ils apportent de la vraie valeur pour l'entreprise, et que si jamais ils n'apportaient plus cette valeur d'entreprise qu'ils apportaient dans leur rôle de manager, et s'il n'y a plus de manager, ils se disent mais ce que j'apportais, ça a de la valeur pour l'entreprise. Donc, s'il n'y a plus de manager, comment on va faire pour l'avoir comment je vais pouvoir faire profiter l'entreprise de ces capacités que j'avais de ressentir les besoins de l'organisation que les collaborateurs ne ressentaient pas, ce qui a fait de moi d'ailleurs un manager. C'est pas que des imposteurs, les managers. Ils ne sont pas arrivés là par hasard.
soyons réalistes. Et donc, ces besoins de l'organisation qui sont portés par des personnes physiques qui s'appelaient des managers, les besoins de l'organisation, ce n'est pas parce qu'on enlèverait manager que les besoins de l'organisation n'auraient plus les mêmes besoins. Donc, du coup, ces besoins ils vont être satisfaits par qui si on retire les managers? Donc, quand on explique tout ça et qu'on lève toutes les objections des managers, bah, en fait, dans tous ces exercices que je fais de séminaires de management et de mise en mouvement, bah, une fois qu'on a un climat, la possibilité d'avoir l'espace pour que les managers puissent déposer toutes leurs objections, en fait, il y a réponse à tout parce qu'on a un peu d'expérience sur le sujet et puis que l'outil commence à être assez sophistiqué. Il y a réponse à toutes les objections. Non seulement il y a réponse à toutes leurs objections, mais en plus, ils entrevoient assez vite tout le potentiel pour faire plus simplement et mieux tout ce qu'ils pouvaient apporter à l'entreprise, tout ce qu'ils pouvaient créer comme valeur, alors qu'avant, ils galéraient. C'est difficile d'être un manager. C'est usant. Là, ils se retrouvent avec des fonctions managériales réduites. Donc, ils dessinent enfin le contour. Ils savent exactement de manière explicite ce sur quoi ils sont attendus. Et puis, ils savent exactement, ils ont des outils maintenant à leur disposition. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'ils changent d'identité. On peut développer parce que c'est vraiment… Il va falloir qu'ils changent d'identité. Je développe juste après. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir développer, tout en gardant la conscience et l'expertise qu'ils ont, leur seniorité qu'ils ont pour ressentir les besoins d'organisation, il va falloir qu'ils développent de nouvelles façons de faire, qu'ils apprennent de nouveaux gestes, qu'ils acquièrent de nouvelles habitudes. Ça, c'est très, très difficile, surtout s'ils doivent quitter des anciennes habitudes qu'ils maîtrisaient bien et qui apportaient de la valeur. Ça, c'est le deuxième enjeu qui est la gestion des habitudes. Mais le premier enjeu, c'est le changement d'identité. Et ça, c'est le point de départ. Et on revient à la transition. Et donc, en fait, on se rend assez vite compte que lorsque j'accompagne des entreprises, il y a en gros, alors ce que je vais dire est très caricatural, mais c'est juste pour donner le goût et avancer. Il y a en gros trois types de managers. Il y a d'abord le manager qui est le manager RH, parce que c'est quand même été beaucoup développé ces dernières années. Et souvent, on retrouve le manager qui est vraiment adulé, adoré par ses équipes, tellement il prend soin de ses équipes, tellement il est capable d'anticiper avant même que son collaborateur lui demande quoi que ce soit, les besoins que pourrait avoir le collaborateur, une vraie famille, une vraie équipe soudée, etc., etc., etc. Et dès qu'on leur explique, oui, mais tant que tu continues à donner du poisson à des gens qui ne l'ont même pas encore demandé, mais même s'ils l'avaient demandé, tu ne vas pas les rendre autonomes. Et donc, ça ne serait pas gênant, mais si l'entreprise décide pour manifester davantage de valeur, c'est-à-dire avec un S à valeur, pour manifester davantage la raison d'être de l'entreprise, de passer par la case self-management, c'est-à-dire la case qui est d'autonomiser, de rendre responsable avec un grand R les personnes et de les rendre autonomes ou leur permettre d'être autonomes et d'avoir des vraies autorités, alors il va falloir les accompagner parce que pendant des décennies, enfin depuis longtemps, ça ne marche pas comme ça. Et donc, ils ne vont pas passer comme ça du jour au lendemain, évidemment. Il y a des nouvelles habitudes, de nouvelles réflexes, une identité aussi à changer. Et donc, il y a besoin vraiment d'accompagnement. Donc, le manager qui était repéré et qui s'était construit son identité sur « je suis le super leader qui prend soin de mes suiveurs », je caricature pour qu'on se comprenne bien, bah lui, évidemment, il va avoir une crise d'identité assez rapidement parce qu'il va vite comprendre que ce qu'il faisait de bien va à l'encontre des intérêts de l'entreprise, puisque maintenant, il ne s'agit plus de donner du poisson à ses collaborateurs, mais de leur apprendre à pêcher. Donc, c'est une autre posture. Et là, dans l'accompagnement, en fait, moi, ce n'est pas si compliqué que ça. Je leur raconte une histoire. Est-ce que tu veux continuer à être le leader, adulé, sauveur, héroïque, qui prend soin de tes suiveurs, ou est-ce que tu n'as pas envie plutôt d'être un leader, créateur de leaders? Et très souvent, ils achètent. Alors après, il faut les accompagner parce qu'il y a de nouveaux réflexes, etc. Mais très souvent, ils achètent. Parce qu'ils ont, mais vraiment le point de départ, c'est d'arriver à cette identité. Après, c'est de la cuisine, c'est des changements d'habitude, c'est pas facile, on est d'accord. Mais s'il n'y a pas ce changement d'identité, il n'y aura pas adhésion et il n'y aura pas la suite. Ça, c'est le premier profil. Deuxième profil, c'est le manager qui vous raconte quand vous discutez avec lui, ouais, moi, mon rêve, c'est de créer une entreprise. Et puis, il ne l'a jamais fait, il arrive à 40 ans et puis il le fera probablement pas. Et du coup, mais il a toujours ce rêve, ce fantasme de créer une entreprise. C'est super, tu vas être leader de cercle. Donc là, je raccroche le clou à la conversation qu'on a eue il y a 5 minutes. Du coup, tu vas pouvoir prendre un cercle, on va te coller un business model Canva et tu vas pouvoir agir et avoir une posture d'entrepreneur. C'est ça qu'on attend de toi. Tu vas être un entrepreneur, créateur de valeur, comme si, avec un S toujours, et comme si tu étais le patron d'une entreprise. Cette entreprise, effectivement, il se trouve que c'est un département ou un cercle d'une entreprise juridique. Donc, il n'y a pas de membrane juridique autour de ton entreprise, mais ce n'est pas grave, oublie la membrane juridique. Et donc là, effectivement, il va pouvoir changer de posture vers cette identité d'entrepreneur, créateur de valeur. Et puis, il y a le troisième manager, il y en a un, qui est celui, finalement, il est devenu manager parce qu'il était un super expert dans ce qu'il faisait.
Et puis, en gros, quand tu veux progresser, et puis que tu veux que le salaire suive, et puis le statut, et puis tout ce qui va bien, etc., la reconnaissance, tu deviens manager. Et si tu ne fais pas attention, ce qui a failli m'arriver, si tu ne fais pas attention, tu pourrais bouffer ton temps à faire du management. Et donc, ton domaine d'expertise, tu n'y es plus du tout. Donc, tu deviens hors sol par rapport à ton domaine d'expertise. Tu en deviens malheureux, tu te sens devenir incompétent. Je parle de moi, mais quand je parle de moi, en général, il y a des gens qui ont vécu ça, ils me comprennent et puis ils hochent de la tête. Et du coup, là, le truc, c'est… Mais en fait, le management, ils n'en ont strictement rien à faire. Ça n'a jamais excité. Ils l'ont fait pour les raisons que j'ai évoquées. Mais franchement, ça ne les excite pas. Ils préféraient être dans leur domaine d'expertise et d'art. Et du coup, pour ça, tu dis, c'est simple. Est-ce que changement d'identité, oublie le management, ça c'est facile de le faire. Tu gardes ton salaire, bien sûr, donc tu te détends. Et est-ce que ça te dirait d'être créateur de valeur et de revenir dans… et là, j'en ai plein de cas de figure qui déroulent. En fait, ça, c'est les 3 grandes catégories. Donc, la réponse à la question, c'est 1, on a toujours besoin de manager. 2, on va enfin clarifier les choses sérieusement en termes de fonctions explicites attendues. 3, on va se rendre compte que manager et manager, c'est un pot pourri de plein de trucs différents, avec des polarités différentes, qu'il y a des êtres humains derrière qui ont des envies et des aspirations différentes. Et en gros, quand on commence à scanner et à mettre ça en regard des fonctions explicites, on se rend compte qu'il y a 3 grandes polarités. Il y a la polarité nécessaire de l'entrepreneur créateur de valeur avec un S et le patron d'un cercle, patron de l'entreprise, patron du département, etc. C'est le créateur de leader, parce qu'on ne peut pas aller vers la cale self-management si on ne s'occupe pas des collaborateurs. Et on ne veut pas leur dire, voilà, maintenant, hier, tu faisais ton boulot, maintenant, tu gères un rôle. Non, c'est irréaliste. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Enfin, je pourrais le démontrer si vous voulez. Mais quand je dis démontrer, ce n'est pas avec des théories, c'est démontrer des cas concrets en s'appuyant sur Zappos, sur Arcadie, enfin tous les clients qu'on a accompagnés. Et puis, le troisième cas, c'est des gens qui sont très mauvais managers parce que ça les gaffe. Et ils l'ont fait pour les raisons qu'on connaît. On va les soulager. Bon, tu n'es plus manager, on se détend et tu vas pouvoir revenir créateur de valeur. J'ai le cas en tête d'un patron de magasin, 35 personnes. Et bien, du jour au lendemain, il est passé de patron de magasin où ça le gavait, il a un gros salaire, et puis à vendeur. C'était un excellent vendeur. C'est pour ça qu'il était nommé manager. Quel gâchis quand on y réfléchit. C'est vrai que le modèle conventionnel, très souvent, pas toujours, mais très souvent, peut amener ce genre de gâchis. Wow. Merci beaucoup Bernard-Marie pour ce contenu des plus denses, ce grand chantier managérial. Alors, ce que je vais te proposer, c'est comme on arrive bientôt à la fin du temps, donc ça va être de faire un tour de clôture. Donc, je te proposerai en quelques mots de clore. Et juste avant, est-ce que tu aurais un livre de référence sur l'expertise libérée à recommander, qui est une question qui a été demandée? Un livre sur l'expertise libérée, ça, je n'ai pas vu encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Moi, j'ai écrit une tribune, là, comme Louis l'a cité, sur le sujet à partir de… Donc, moi, je suis un chercheur, donc en fait, je découvre des choses sur le terrain et puis je fais profiter ceux qui seraient intéressés à travers des tribunes. Je suis en train d'écrire un livre qui aura un gros chapitre sur ce sujet. Il y a peut-être des livres sur le sujet, mais moi, je l'inscris par rapport à la notion de management constitutionnel parce que je pense qu'on ne peut pas libérer l'expertise sérieusement. Hein, et la question, ce n'est pas de libérer l'entreprise, c'est de libérer l'expertise. On ne peut pas libérer l'expertise sérieusement si on ne rentre pas par la structure, si on n'a pas une structure explicite qui fasse qu'on sait qui est boulanger, qui est charcutier, etc. Sinon, on se raconte des histoires parce que je ne l'ai pas développé là, parce qu'il y a un lien de subordination. Enfin bref, il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Donc, tu m'as demandé le livre, voilà, et puis tu voulais que je clôt. Oui, et puis on a parlé de… Donc, en fait, le management constitutionnel, c'est vraiment… pour tous ceux qui sont intéressés, qui pensent que la bonne voie, c'est d'aller vers l'autonomisation des collaborateurs, ce n'est pas un dogme, ça se challenge. Souvent, les gens pensent que l'objectif, c'est le self-management, l'autonomie des personnes, etc. etc. C'est un peu court. En fait, c'est un moyen. La seule finalité véritable pour une entreprise, c'est la création de valeur au pluriel. J'utilise à peine le mot raison d'être parce que je trouve qu'il est un peu limitatif tel qu'il est promulgué à travers la loi Pacte, les entreprises à mission, etc. Moi, je parle de raison d'être évolutionnaire, définie bien avant la raison d'être de la loi Pacte. Ce n'est pas que la raison d'être de la loi Pacte, ce n'est pas bien, mais c'est un bon avancé, mais on peut aller beaucoup plus loin et aller sur la raison d'être révolutionnaire. Alors, pour éviter qu'on ne se comprenne pas, je parle plutôt de création de valeur au pluriel et non pas de création de valeur au singulier, qui est une création de malheur au pluriel. Donc, sans jouer avec les mots, on se comprend. Et du coup, pour la création de valeur au pluriel, on a toujours besoin de managers, c'est clair. Et en fait, mon point, là, peut-être la clôture que je pourrais faire par rapport à ce qui s'est raconté, parce qu'on pourrait aller sur d'autres sujets, c'est vraiment attention, avant de lancer ça, il y a un soin particulier avec toutes les personnes, les managers, les dirigeants et les collaborateurs, pour entrer dans 3 grandes catégories, à veiller en fait à les accompagner sur leur façon de se voir eux-mêmes en termes d'identité.
parce que tout ce j'ai développé rapidement sur la question du management, c'est vrai aussi pour la direction et c'est vrai aussi pour le collaborateur. Tant qu'un collaborateur, c'est bien que toi, dirigeant, tu fantasmes que tout le monde devienne des patrons d'entreprise, c'est des micro-entrepreneurs et tout ce que tu veux. Tant que le collaborateur ne s'est pas identifié à cette nouvelle identité qui est d'être un patron d'une mini-entreprise, quelqu'un d'autonome sur un rôle, ça ne marchera pas. C'est juste du bon sens. Mais parfois, trop souvent, les gens l'oublient. Merci beaucoup Bernard-Marie voilà, sur ces mots pour ces 30 minutes avec toi pour ce J'ai rendez-vous et puis impatient de se revoir le 23 février prochain à 12h30 pour continuer notre discussion sur un autre thème. Voilà, vous allez recevoir quelques informations dans un email de follow-up et merci beaucoup à vous tous pour votre présence et ainsi que vos questions. On n'a pas pu traiter toutes les questions, c'est assez frustrant, mais voilà. Heureusement pour la prochaine fois, probablement on pourra. Merci à vous tous. Merci, au revoir.